merci à tous d'être venus. Donc, comme Bruno l'a dit, aujourd'hui, on va regarder, pendant à peu près 1 heure, on va discuter ensemble de quelle instrumentation est nécessaire pour faire des images d'exoplanètes. Donc ici, derrière moi, vous avez cette superbe exoplanète qui a été découverte très récemment par le groupe dans lequel je travaille. C'est une exoplanète autour de l'étoile PDS 70. Vous voyez qu'il y a aussi un disque. Ce qui est intéressant avec cette exoplanète, c'est qu'elle est extrêmement jeune. Donc on peut tester beaucoup de théories, beaucoup de modèles avec elle. Et cette photo a été prise par un instrument qui s'appelle SPHERE, sur lequel je travaille, qui est ici, dans cette petite boîte noire. Donc pour certains, vous reconnaissez peut-être l'un des Very Large Telescopes qui se trouve à l'observatoire de Paranal dans le désert d'Atacama au Chili. Et donc dans cette grosse boîte noire, on va voir ce qui se passe pour pouvoir avoir une telle image d'exoplanète. Donc avant ça, je voulais un petit peu parler de mon parcours parce que, comme vous l'a dit Bruno, je travaille aujourd'hui en Allemagne, dans la petite ville d'Heidelberg, qui se trouve à Baden-Württemberg, excusez-moi pour l'accent. Donc c'est très très près de la France et c'est vraiment une très jolie ville qui était le noyau du romantisme à l'époque de Goethe, etc. Donc un beau château en ruine qui a été détruit par les Français. Je paye encore aujourd'hui le tribut. Il faut savoir que quand on vit à l'étranger, on n'est plus quelqu'un, on est le Français, la Française, le Italien, le machin. On est défini par son lieu de naissance ou de vie. Donc c'est un peu embêtant. Et donc ici, vous avez le Königstuhl. Donc c'est ici que je travaille. On peut y accéder par un joli funiculaire, avec une jolie vue sur la ville. Et il y a ce magnifique bâtiment qui a été inspiré par la galaxie Messier M51, que vous connaissez peut-être. Malheureusement, je ne travaille pas dedans. C'est l'équivalent de Ciel et Espace, Sternenweltraum, qui travaille là-dedans. Mais je travaille en face, donc j'ai une jolie vue. Donc c'était juste pour vous dire un petit peu. Donc je travaille dans le département de formation et d'étoiles, formation d'étoiles et de planètes. C'est toujours en anglais. Et donc je travaille sur des instruments qui sont à la fois en service actuellement au télescope, mais aussi en cours de conception. Donc je vais parler de tout ça aujourd'hui. La première question, évidemment, et je suis obligée de la faire, c'est qu'est-ce qu'une exoplanète ? Je suis quasi sûre que la plupart d'entre vous pensent à ça. C'est une planète qui est située en dehors de notre système solaire. Donc la question qui vient immédiatement après, c'est OK, et c'est quoi une planète ? Et donc là, c'est un peu plus compliqué, mais en 2006, l'Union astronomique internationale, qui est responsable de justement définir les termes et donner des noms, et c'est les seuls qui sont capables de faire ça. Donc si vous voyez des cratères de Mars en vente sur Internet, c'est du pipeau. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de donner des noms et de définir bien les choses. Même Wikipédia, il n'y a pas le droit. Et donc, ils ont défini une planète comme un corps céleste qui, petit a, est en orbite autour du Soleil. Donc, évidemment, là, ça ne marche pas pour une exoplanète. Et suffisamment massif pour que ses forces de gravitation soient plus fortes que ses forces de cohésion électrostatique. Donc, qui fait qu'une table est dure. D'accord ? Donc, ça va être un morceau comme ça. Donc, tout ce qui est astéroïde, c'est les forces électrostatiques qui sont dominantes, mais là c'est la force de gravité et donc sous son propre poids ça va finir par faire une sphère. Donc en gros ce que cette phrase veut dire c'est que c'est une boule. Voilà, pour aller plus vite. Petit C a nettoyé les petits corps a nettoyé son orbite de tous les petits corps qu'il y a dans son voisinage. Donc ça c'est assez flou aussi parce que de quelle taille sont les petits corps ? Et il n'est pas un satellite, donc les satellites ne rentrent pas dans cette catégorie petit c. Mais on ne sait pas si c'est des petites poussières comme on a aujourd'hui, ce qui fait qu'on a des jolies étoiles filantes dans le ciel. Donc cette définition est déjà en elle-même très très floue. Et ensuite, elle donne une définition de la planète dans sa limite basse. Et on sait à peu près que ça doit être donc, suffisamment massif pour être une boule et pour avoir dégagé sur son orbite toutes les petites poussières. Mais par contre, on ne sait pas jusqu'à où elle peut être massive. Et en fait, entre étoiles et planètes, vous avez peut-être entendu parler du concept des naines brunes. Donc là aussi, on a une définition, cette fois depuis 2003. Donc c'est un objet dit substellaire, donc plus petit qu'une étoile, jusque-là ça va, dont la masse est inférieure à la masse nécessaire pour démarrer la fusion thermonucléaire de l'hydrogène. Donc ça, on sait à peu près que ça se passe à peu près à 0,07 fois la masse du Soleil. Et ensuite, qu'il faut que sa masse soit quand même supérieure à celle qui est nécessaire pour démarrer la fusion du deutérium. Et là encore, il y a une ambiguïté, parce que selon la composition de là où se forme l'objet, la naine brune entre autres, ça peut être, ça peut être 13 masses de Jupiter, 75 masses de Jupiter, et il y a encore une ambiguïté là-dessus. Et en plus, pour exoplanète, donc non seulement ça ne s'applique pas, mais ça ne dit pas, par exemple, l'exoplanète, est-ce que ça peut être autour d'une étoile morte, un résidu, donc naine blanche, trou noir, étoile à neutrons. Quand ça meurt, une étoile, ça peut faire une de ces trois choses. Est-ce que ça peut être autour d'une étoile double, d'une étoile triple, quel type d'étoile? Donc ça ne dit rien. Et oui, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de limites. Donc tout ça... Pardon, il manque un slide, je crois. Comment ça se fait? Ok, excusez-moi. Donc tout ça pour dire que les limites que définir un objet en science, c'est vraiment très très difficile. Et mettre toujours dans des petites cases et dire, voilà, ça c'est une exoplanète avec des limites très très définies, ça n'existe pas.
Et dans la vie, comme dans la science, c'est pareil. Essayer de définir en mettant dans des petites cases avec des petites étiquettes, ça ne marche juste pas. C'est quelque chose de continu. Et il faut faire vraiment attention à ça. Ce qui peut aider, par exemple, à définir une exoplanète, c'est d'essayer de comprendre comment elles se sont formées. Ça peut donner déjà des indices supplémentaires. Mais ça reste encore très difficile, surtout qu'avec toute la zoologie d'exoplanètes qu'on a découvert aujourd'hui, on voit des trucs absolument incroyables. On se dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? On ne savait même pas que ça pouvait exister. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a donc 3 grandes questions quand on fait l'étude des exoplanètes aujourd'hui en astro. La première, c'est on veut comprendre comment elles se forment, pour aider à la définition, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi leur nature? Comme je vous ai dit, on a une zoologie incroyable, donc on veut savoir est-ce qu'il y en a beaucoup des grosses ou des gazeuses, est-ce qu'elles sont plutôt telluriques, comme Mars, la Terre, Vénus et Mercure, et aussi à voir comment elles évoluent. Donc dynamiquement, dans un système, les unes par rapport aux autres, est-ce qu'elles se bougent? On pense que Jupiter était au début plus éloigné, plus près qu'elle a bougé dans notre système solaire, donc on veut comprendre comment ça se met en place. On sait que notre système solaire, sur le très long terme, n'est pas stable, par exemple, dynamiquement. Et on peut aussi comprendre la physique de ces planètes. C'est quoi leur atmosphère? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Comment ça varie? Etc. Et donc pour ça, les astrophysiciens, ils ont 3 outils que j'ai mis ici, qui sont arrivés beaucoup trop tôt dans la slide. Donc le premier, évidemment, c'est l'observation. Tu prends un télescope, tu pointes et tu regardes. C'est 3 outils majeurs. Et c'est vraiment particulier à l'astrophysique parce que c'est une science qui se passe très rarement en laboratoire. On peut faire des expériences en laboratoire, mais dans l'espace, on est dans des conditions de température, de pression, et avec des éléments chimiques qui sont très compliqués à remettre en place dans un labo. Et donc c'est pour ça que l'astrophysique est une science très particulière qui est essentiellement basée sur l'observation. Il y a aussi les simulations. On prend les lois de la physique, on les met dans un gros ordi, on fait défiler le temps et on voit ce qui se passe, en gros, pour résumer. Et il y a aussi ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire qu'on essaie de raccorder les deux. Donc on voit ce qu'on observe, on obtient des données physiques, et puis on essaye de dire « Ah, alors on voit une bosse ici, parce qu'en fait, ça se passe à cause de ça. » Et on a des modèles d'évolution, et on arrive à fitter, donc à recouper nos observations grâce à ces modèles. Et donc le jeu, c'est de jouer avec les 3. Donc la science des exoplanètes, c'est vraiment un très bon exemple pour dire on a des observations, on a des modèles d'évolution dynamique, des modèles d'évolution atmosphérique, et on essaie de jouer avec tout ça pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je vais très rapidement passer les 4 techniques de détection d'exoplanètes majeures. Donc il y en a plein d'autres petites, il y a plein d'autres saveurs, mais il y en a 4 qui apportent vraiment des gros résultats, et donc je vais en parler très rapidement, histoire qu'on soit tous sur le même domaine. Donc, la première, celle dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la méthode des transits. Donc, je vais remplacer les planètes par des petits pingouins parce que je trouve ça beaucoup plus mignon. Donc, la méthode des transits, c'est tout simplement quand vous avez donc on observe une étoile de fond, très loin, et on regarde l'intensité lumineuse au cours du temps. Si une planète passe devant comme ça va faire une ombre, et donc l'intensité lumineuse totale qu'on va recevoir au télescope va diminuer au cours du temps et remonter. Donc c'est assez intéressant, mais évidemment il y a des limites. La première, c'est que on trouve avec ça que des planètes qui sont quand même relativement massives comparées à la taille de l'étoile. On a plein de faux positifs. Qu'est-ce qui se passe si on a une tache solaire qui se balade à ce moment-là, par exemple, ou plein d'autres façons de faire cette forme, cette signature particulière. Et par contre, ça nous donne des données physiques intéressantes. On peut avoir avec la profondeur ici du transit, on peut avoir le rayon de la planète, on peut avoir des choses intéressantes. Mais il y a quand même des limitations, je vais en parler tout à l'heure. La deuxième méthode qui est assez connue, c'est la méthode des lentilles gravitationnelles. Exactement de la même manière, on regarde une étoile de fond, et si par hasard, il y a un système solaire en entier, donc étoiles et planètes autour, satellites, tout qui passe dessus, qui va passer devant, donc là c'est pareil, on regarde l'intensité de cette étoile de fond en fonction du temps, et en fait par l'effet Shapiro, qui fait que quand vous avez une grosse masse, les photons, la lumière est déviée par cette masse, donc c'est exactement ce qui va se passer ici. La lumière de l'étoile que vous observez de fond, derrière, va être déviée par l'arrivée de ce petit système stellaire. Et si vous avez une petite planète, vous avez des pics qui apparaissent et on peut prédire exactement quelle signature on va avoir pour quel système. Alors c'est une méthode assez intéressante qui a donné lieu à une centaine de découvertes, mais moi elle me pose quelques problèmes éthiques parce qu'en science, on n'observe qu'une seule fois ces choses-là. Parce qu'il n'y a aucune chance que ce même système planétaire repasse devant l'étoile de fond que vous observez. Ça passe, mais après ça part, quoi. C'est fini. Et ça, je trouve ça un peu bizarre en science de se dire, ok, on a quelque chose, mais on l'observe qu'une fois. Donc c'est une grande question. Mais c'est quand même une méthode très intéressante, parce que c'est une des seules méthodes qui nous permet d'accéder à n'importe quelle taille d'objet, à peu près, et qui nous permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues avant, et aussi qui permet de voir des planètes flottantes, donc des planètes qui ne tournent pas autour d'étoiles. Quand on a regardé tout à l'heure la définition des planètes, je vous ai dit ça tourne autour de quelque chose. On ne sait pas si c'est mort, si c'est quelle taille, si c'est double, triple, etc. Mais ça peut être autour de rien. Et ça reste une exoplanète.
parce que ce n'est pas une naine brune, parce que ce n'est pas un astéroïde. Après cette méthode, nous avons aussi la méthode des vitesses radiales qui, elle, a donné lieu à vraiment aussi des milliers de découvertes, des milliers de détections. Et donc celle-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi la lumière d'une étoile, mais cette fois, on ne regarde pas sa luminosité au cours du temps. On va regarder son spectre au cours du temps, c'est-à-dire sa couleur, la répartition des couleurs. Donc on va regarder les petits arcs-en-ciel qui viennent donc, au cours du temps. Et on voit que... Oui, c'est ça, la flèche est bien vers le haut. Donc on voit que par exemple, si vous voyez par rapport au pointillé ici, quand l'étoile va s'éloigner, le spectre va être décalé vers le rouge. Et quand l'étoile va s'avancer vers nous, ça va être décalé vers le bleu. Donc on va avoir un décalage du spectre au cours du temps. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous en avez sûrement entendu parler avec cette superbe... J'ai jamais réussi à trouver une meilleure métaphore que le camion de pompier. Ça m'énerve parce que je l'ai entendu 500 fois, que j'aimerais bien changer. La seule que j'ai trouvée est assez cruelle. Vous avez quelqu'un que vous détestez, vous le mettez près d'une falaise, vous le faites tomber, il fait « Waouh !» C'est pas très gentil. Donc on va éviter de faire ça. Mais sinon, vous avez la plus sympathique métaphore du ping-pong, quand vous avez un camion de pompier qui passe devant vous. Parce que quand il se rapproche de vous, les ondes se rapprochent et donc vous l'entendez plus saccadé, donc plus énergétique pour le spectre de la lumière, plus bleu. Et quand il s'éloigne, au contraire, vous avez l'impression que vous dilatez la longueur d'onde et donc ce sera moins énergétique et plus rouge. Enfin, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais donc cette méthode aussi, elle a des gros problèmes parce que comme vous le voyez ici, le pingouin il est assez massif. Pour pouvoir faire en sorte que l'étoile bouge autour du centre, que l'étoile en gros tourne pas autour d'elle-même, mais tourne autour du centre de gravité commun au système étoile-planète, il faut que la planète soit suffisamment massive. Donc on a aussi besoin de planètes qui sont très proches et très massives. Donc c'est certains liés, donc ça fait plein d'équations. Bon, je vais passer à la suite parce que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais donc ça c'est les 3 méthodes dites en direct. Maintenant ce que je veux faire c'est défendre ma patrie, okay, et donc l'imagerie, à quoi ça sert. Donc ce que je veux dire, ce qui nous intéresse, les grandes questions des exoplanètes, c'est la nature, la formation et l'évolution dynamique et physique. Avec l'imagerie d'exoplanètes, on a accès à un domaine de paramètres physiques pour les exoplanètes qui est très différent. Donc vous avez ici un graphique on ne voit pas du tout ce qui est marqué. Donc, je vais vous dire. Donc à gauche, c'est la masse de l'exoplanète détectée, et en bas, c'est en fonction de sa distance à l'étoile ou de sa période orbitale. C'est à peu près la même chose à ce rythme-là. Et donc, en plein de petits points de toutes les couleurs, vous avez les 4 grandes méthodes de détection que je vous ai décrites. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, globalement, ça privilégie des systèmes où les planètes sont 1 très massives ou très grosses et 2 très proches. L'imagerie, au contraire, et je vais vous expliquer techniquement pourquoi c'est comme ça, on arrive à avoir des détections de planètes qui sont très éloignées, donc de 5 à 1000 unités astronomiques de leur étoile, et des planètes qui sont très massives et très jeunes. Alors que dans toutes les méthodes que je vous ai décrites, on évite les étoiles jeunes parce qu'en général, on a plein de faux positifs avec les étoiles jeunes. Donc là, on peut avoir des étoiles qui sont plus jeunes et essayer de voir vraiment la formation, quoi. Parce que plus c'est jeune, plus c'est proche du moment où ça s'est formé. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et ça peut nous donner sur la nature, évidemment, parce que le but du jeu là, des astronomes, c'est de remplir ce diagramme à fond. De regarder toutes les étoiles possibles, les étoiles de type spectral. Donc là, les couleurs en bas, c'est des différents types spectraux des étoiles. On va regarder tout le type d'étoiles, tous les types de planètes et voir est-ce qu'il y a vraiment une tendance. Est-ce qu'il y a par exemple que des planètes ici, ou est-ce que c'est un biais technologique? C'est qu'on n'est pas capable de détecter autre chose que des planètes ici. Ça, c'est important, c'est quand même une grosse différence. Tirer des conclusions sur ça, pour l'instant, on n'en est pas capable. Parce qu'on sait que toute cette zone-là, on ne l'a pas bien explorée. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la seconde partie. La deuxième chose intéressante avec l'imagerie d'exoplanètes, c'est qu'on peut directement avoir la lumière de l'étoile. On fait une photo de la planète, pardon. On fait une photo de la planète. Et si on arrive à avoir une photo à plusieurs longueurs d'onde, on peut avoir le spectre, donc la répartition d'énergie, la répartition de couleurs en fonction de... la répartition d'intensité en fonction de la couleur. Donc, vous avez là ici la brillance de l'étoile en fonction de sa couleur. Et ce qui est intéressant en spectroscopie, c'est qu'on peut regarder s'il y a des bandes d'émission de certains composants chimiques, des bandes d'absorption, et donc s'il y a certains composants chimiques, mais aussi s'il y a la présence de nuages, de brouillard, de poussière. Donc c'est vraiment important pour étudier ça, et en plus on peut recouper avec les modèles dont je vous ai parlé au début. Donc c'est un des trucs vraiment intéressants. On peut faire ça avec d'autres techniques, mais ça reste encore aujourd'hui quelque chose de très limitant. Donc les transits, par exemple, ils font de la spectroscopie avec les transits aussi, mais c'est une méthode assez différente et les informations que ça donne sont assez différentes. L'autre truc très important, c'est comme on a une image, on peut voir directement l'interaction de la planète avec son environnement, qui peut être des disques,
des disques de protoplanétaires, donc avec des planètes en formation dedans. Ça peut être des disques de débris, donc des disques vieux, comme notre ceinture d'astéroïdes, par exemple. En général, on différencie les deux en disant protoplanétaire, il y a du gaz dedans, et débris, il y a quasiment plus de gaz. Donc c'est essentiellement de la poussière. Donc ici, par exemple, en bas, vous avez un disque de débris vu par la tranche qui est très connu autour de l'étoile Beta Pictoris. Et ici, en fait, on voit la planète directement. Et en fait, cette planète, elle était prédite avant, parce qu'on voyait dans le disque qu'il y avait un espèce de problème. Il y avait un petit bloop. Et ce petit bloop, en fait, était dû à la présence de la planète qui dérangeait cette poussière. Plutôt que faire un beau disque bien plat, ça faisait un espèce de wrap, je ne sais pas comment on dit en français, mais un petit disque, c'était tout tordu. Ici, vous avez un disque protoplanétaire, donc c'est celui que je vous ai montré au tout début. Lui, il est bourré de gaz. On sait que l'étoile est super jeune. Et cette planète, je vais en reparler tout à l'heure, elle a vraiment des propriétés. On voit que c'est une planète en formation. L'autre chose qui peut être très intéressante, surtout pour les dynamiciens, c'est d'avoir d'autres planètes. Donc on a ce système assez extraordinaire qui a été découvert en 2007, où il y a 4 planètes. On ne la voit pas très bien ici en haut à gauche, ici, ici et ici. Et donc on voit au cours du temps ces 4 planètes bouger. Quand on fait suffisamment d'observations. Aujourd'hui, vous pouvez voir sur Internet, j'ai oublié de le mettre ici, désolé. Ah non, si, je le mettrai tout à l'heure, vous l'aurez tout à l'heure. Des petits fils, on les voit bouger au cours du temps, c'est extraordinaire. Et donc, dynamiquement, c'est vraiment intéressant parce que voilà, c'est exactement ce que je dis, l'évolution dynamique, on la cherche ici, on veut savoir comment c'est stable dynamiquement, etc. Une autre chose que peut faire l'imagerie d'exoplanètes, c'est on peut faire un suivi dans le temps, exactement ce que je viens de dire. Avec ces images, on peut regarder plusieurs fois ces systèmes planétaires et on peut voir vraiment leur mouvement orbital. Et de ça, c'est super intéressant parce qu'on peut en tirer la masse dynamique. On connaît tous à peu près les lois de Kepler. Enfin, on sait qu'en regardant l'orbite d'une planète autour de son étoile, on peut en déduire sa masse. Avec certains. Donc il y a des modèles qui sont, je veux dire, c'est vraiment une interaction toujours entre les modèles, les simulations. Donc là, c'est des simulations justement d'un tel système. On met des planètes dans un tas de poussière, on voit comment ça évolue, et on voit qu'il y a 2 stabilités différentes. Soit la planète est à l'intérieur du disque comme ça, soit elle est comme ça. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on peut faire beaucoup de choses intéressantes. Et aussi, en faisant juste le simple suivi de l'orbite, c'est ce qu'il y a là. Donc là, on a plusieurs points. Donc JPI, c'est un instrument américain en rouge, et en bleu, c'est l'instrument européen dont je vais beaucoup parler parce que c'est celui sur lequel je travaille, en bleu. Et donc on a plusieurs points, et on essaye de voir. Donc cette fois, on modélise quelles sont les orbites qui sont compatibles avec ces points de mesure. Et avec ça, on peut en tirer une estimation de la masse dynamique, et c'est hyper intéressant parce que les modèles de formation, encore une fois, c'est cette interaction entre les 3 blocs, donc je vous ai parlé tout à l'heure, les modèles nous donnent beaucoup d'informations là-dessus. Donc, on a ces 4 choses. C'est complémentaire pour la nature, on peut avoir une analyse directe du spectre, et on peut avoir une évolution dans le temps et l'interaction avec l'environnement. J'espère que je vous ai convaincu que l'imagerie d'exoplanètes, c'était bien. Ça va? C'était cool, hein? Très bien l'imagerie d'exoplanètes, belle méthode. Donc par contre, c'est hyper difficile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le diagramme que je vous ai montré, là, non, c'était loin, je n'aurais pas dû vous montrer, mais ici, là, on a quand même assez peu de détection. Aujourd'hui, on a un petit peu plus, de l'ordre de 30 à... Oups, pardon. Excusez-moi, je suis allée trop vite. De l'ordre de 30 à 90, parce que, en fait, c'est hyper difficile à faire. On ne peut pas faire ça avec un télescope amateur, hein, dommage d'ailleurs. Et donc je vais vous donner l'exemple de Jupiter. Donc Jupiter, vous connaissez tous, la plus grosse planète du système solaire. À peu près, on peut mettre à peu près 11 planètes Terre là, sur son diamètre. La tache rouge ici, on peut mettre une planète Terre. Imaginons que maintenant, on sait que Jupiter est à 5 unités astronomiques du Soleil. Imaginons maintenant qu'on la regarde de 50 parsecs. Donc 50 parsecs, je vous rappelle, c'est pour 5 AU, c'est la distance pour voir justement le système Soleil-Jupiter à 0,1 seconde d'arc. Donc la Lune, c'est à peu près 1 minute d'arc. Jupiter, c'est une trentaine de secondes d'arc. Donc 0,1 seconde d'arc, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Il est tout petit. Voilà, donc c'était vraiment... Je ne sais pas si vous ressentez bien la distance et la taille, la séparation qu'il y a entre les 2 objets, mais c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Vous ne pouvez pas résoudre ça avec vos yeux, avec un télescope. J'aurais dû calculer combien ça fait, quelle pièce de monnaie on doit mettre sur la surface de la Lune, mais c'est de cet ordre-là. Donc la petite première note, c'est la distance de l'étoile la plus proche de notre système solaire, c'est 4 années-lumière. Donc on est très loin du 50 parsecs, c'est beaucoup plus proche. Donc ça veut dire que c'est un peu... c'est quelques parsecs. Et là, ouais, c'est ce que je vous ai dit, donc la résolution angulaire de la Lune et du Soleil, c'est la même. C'est pour ça qu'on a des jolies éclipses de Soleil et de Soleil, des éclipses de Soleil et de Jupiter. Bref. Donc la conclusion,
c'est qu'on veut voir quelque chose d'extrêmement, extrêmement petit. J'espère que je l'ai suffisamment dit pour que ça rentre. Donc il faut pouvoir atteindre ce qu'on appelle une résolution angulaire, donc pour voir vraiment des tout petits détails très très fins. Et en plus, le gros problème, c'est qu'on sait bien que le soleil, il brille bien, hein, là on l'a bien ressenti ces derniers temps, je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien cramé ces derniers jours, sauf hier, évidemment. Mais Jupiter, elle brille assez faiblement par rapport au Soleil. Donc si vous mettez les deux côte à côte, il y a quand même un sacré facteur entre les deux. Donc les planètes sont des objets qui brillent très peu et qui sont très proches de leur étoile. Et c'est ça les grosses difficultés de l'imagerie. Donc on donne souvent plein d'exemples pour donner ça avec des phares, machin, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous sensibiliser sur quelque chose qui m'énerve, c'est les lampadaires boules. Je suis désolée si vous aimez ça, c'est vrai que c'est joli, mais il faut arrêter avec les lampadaires boules. Donc c'est comme si vous aviez un lampadaire boule et que vous essayez de voir une étoile, n'importe laquelle, pas Vega, hein, je ne sais pas la plus facile, mais une étoile assez faible, disons l'étoile la plus faible du ciel nocturne, qu'on voit de moins en moins bien à Florence avec les années grâce à nos lampadaires, malheureusement. Donc donc ça, on va dire que c'est l'étoile. Ça, on va dire que c'est la petite planète que vous essayez de regarder. Donc c'est juste une étoile sur le ciel. Faites l'expérience chez vous, vous allez vite avoir mal aux yeux et vous allez vite détester ça. Et puis vous vous mettez à 500 km. Voilà. Et donc l'idée, c'est que vous essayez de voir ça. C'est pas facile. Voilà. Vous n'allez pas y arriver. Sauf si vous mettez vraiment un paquet d'argent sur la table et vous disent des gentils astrophysiciens, construisez-nous un instrument pour voir des exoplanètes. Et je vous jure, ils le font. Ainsi incroyable que ça puisse paraître. Donc maintenant, on va passer à la liste des courses. On est à cet endroit-là, il fait une petite liste des courses, lui. Donc la liste des courses pour pouvoir voir des exoplanètes. La première chose, bon, jusque-là ça va, il nous faut un télescope. On est à peu près tous d'accord, tout le monde l'aurait dit. Mais pas n'importe télescope, il faut un gros télescope. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un télescope, c'est quoi? Vous savez tout ce que c'est un télescope? Donc c'est ça. Donc un télescope, c'est un entonnoir. C'est pas pour mettre sur la tête et faire la Java. C'est un entonnoir à lumière. Donc plus l'ouverture est grande, imaginez qu'il pleuve, ce serait bien. Enfin, pas pour l'électricité, je pense que les gars là-haut, ils seraient... Non. Déjà, ils ont les plantes, ça leur suffit, je crois. Donc, imaginez qu'il pleuve, et plus j'ai un entonnoir qui est grand, plus je pourrai collecter d'eau à la fin. Et plus l'embouchure est petite à la fin, plus je pourrai concentrer cette eau en un petit filet sur... Imaginons que le détecteur, c'est le sol. Donc c'est exactement ça que fait un télescope. On concentre la lumière et on veut en collecter un max. Je vous ai dit, les exoplanètes sont des objets très faibles. Donc pour les voir, il faut collecter un max de photons. Donc il faut du gros télescope. Avec un télescope amateur, même le T600 à Florence, enfin à la ferme des étoiles, il n'y a rien. Donc là, on a pris minimum, donc c'est ça que je vous disais, il pleut des photons, pouf, et on veut tout mettre sur le détecteur. Là, je voulais juste parler des autres types de télescopes. Vous me dites, oui, mais attends, est-ce qu'on utilise un télescope type ce qu'il y a au Chili ou est-ce qu'on peut utiliser ces gros trucs-là? Ils sont super gros. En plus, c'est facile à faire. Tu les fais en côte de maille, ça passe tout seul. Alors, ceux-là, c'est différent. C'est plus de la pluie que tu veux, mais des gros grêlons, quoi. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, oui, tu peux les faire en côte de maille, enfin, en grillage, parce que ça passera pas. Tant que ça passe pas dans les trous, le grêlon, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Mais nous, on va vraiment pas vouloir ça. Je vous l'expliquer tout de suite après pourquoi, mais c'était juste pour vous dire qu'on ne veut pas des radiotélescopes. Parce que le type de lumière qu'on veut, ce n'est pas des grêlons, c'est vraiment des petits photons tout petits. Donc la taille des photons, c'est ce qu'on appelle le spectre. Plus vous allez, donc là on est dans le visible, c'est ce qu'on voit avec l'arc-en-ciel. Plus vous allez vers les petits, disons, façon par les petits photons, les courtes longueurs d'onde, vous allez vers l'ultraviolet, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Et de l'autre côté, au contraire, quand vous allez vers les grandes longueurs d'onde, infrarouge, puis micro-ondes, puis les ondes radio. Donc ce truc-là, évidemment, c'est un radiotélescope. Et donc c'est les pois chiches, là, enfin les grêlons, donc c'est des grandes longueurs d'onde. Nous, en imagerie d'exoplanètes, ce qu'on veut, c'est qu'on veut trouver un endroit dans le spectre, ici, là, tout là-haut, qui, soit facilement accessible, on ne va pas faire du rayon gamma pour voir des exoplanètes, ce serait un peu bête, mais surtout pour lequel la planète brille beaucoup et l'étoile brille moins. On veut vraiment minimiser plutôt la distance entre, on veut que l'étoile, elle brille pas beaucoup à cet endroit-là, mais que la planète émette beaucoup. Et il se trouve que l'infrarouge moyen, c'est pas mal pour les planètes jeunes. Ça ne marche pas très bien pour Jupiter. Donc c'est vraiment, elles sont suffisamment jeunes, donc elles sont suffisamment chaudes, parce qu'elles sont toujours en formation, ça vit. Et donc elles émettent beaucoup de chaleur, sous forme d'infrarouge. Et à cet endroit-là, au contraire, quand on regarde le spectre du corps noir d'une étoile de type solaire, donc l'émission en longueur d'onde, enfin les différentes couleurs qu'émet le Soleil, donc c'est ici, vous avez ici la brillance en fonction de la couleur, et vous voyez que ça descend un petit peu à cet endroit-là. Et donc le contraste, qui est justement cette différence de brillance entre l'étoile et la planète, il est plus petit ici. Donc ça, c'est une planète, c'est Jupiter. Ouf.
Et vous voyez qu'ici, c'est plus petit. Donc la Terre aussi, hein, vous voyez, elle brille un petit peu dans l'infrarouge, vous voyez, toute petite, mais parce qu'elle est chaude, la Terre. Voilà. Et le changement climatique n'aide pas. Voilà. Donc en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on est quand même limité par les technologies. Nous, on aimerait bien en fait aller là où le contraste est vraiment super bien, mais on a des détecteurs qui marchent en infrarouge, c'est assez difficile, donc on a un certain détecteur. On a aussi une enveloppe avec de l'argent dedans qui est finie, malheureusement. Donc on ne peut pas acheter n'importe quel détecteur à n'importe quel prix. Et donc finalement, on s'est concentré sur l'infrarouge dit proche. Donc c'est 1,6 micromètres à peu près 3,8, même un peu plus maintenant, ça va jusqu'à 5 microns. Donc c'est à peu près dans cette zone-là. Donc ouais, par rapport au visible, on est ici. Voilà, donc on veut finalement un télescope sur Terre. Je vais vous expliquer pourquoi sur Terre. Sur Terre, tout simplement, je dis, on veut le plus grands entonnoirs possible. Et dans l'espace, on ne peut pas envoyer des gros entonnoirs. On peut envoyer des entonnoirs. Bientôt, on aura le James Webb Space Telescope qui fera 10 mètres de diamètre, mais ce sera une première. Donc jusque-là, on reste sur Terre. Comme ça, on a un gros télescope, on ramasse plein de lumière. Et en plus, on veut un télescope qui marche en optique et en infrarouge. Ensuite, il faut une liste d'étoiles qu'on veut regarder. Simple, sur la liste des courses. Comme je vous ai dit, la résolution angulaire, hein, c'est donc à quel point vous pouvez à quel point vous pouvez séparer deux objets vus de très loin. Donc là, par exemple, moi, si je vous regarde proche, c'est très facile de distinguer deux personnes au premier rang, on les voit bien, mais si je regarde tout en haut, j'ai un peu plus de mal, ils sont collés, serrés, c'est un peu difficile. Donc ça dépend de la distance. Donc on essaye de voir des étoiles qui sont suffisamment proches. C'est vraiment comme vous, quand vous regardez les fleurs, au premier rang, j'imagine que vous distinguez bien les petites fleurs, mais au dernier rang, vous avez peut-être un peu du mal, c'est fait plus un blob blanc. Donc on veut voir des étoiles qui sont suffisamment proches, donc à typiquement quelques centaines de parsecs autour de nous. Et en fait, ça, il n'y en a pas tant que ça, déjà. Donc voilà, ça trie déjà. Ensuite, on veut avoir un bon contraste, comme je vous ai dit. On veut que l'étoile brille beaucoup, mais pas trop, mais que la planète brille encore plus. On veut vraiment minimiser ça pour y arriver. Et on sait que plus les planètes sont jeunes, plus elles sont chaudes, et plus elles émettent de lumière, et donc plus le contraste sera favorable. Donc on va regarder les étoiles proches, mais jeunes. Et on sait ça avec des modèles, on a plein de trucs, on a des façons de voir à peu près l'âge des étoiles. C'est difficile, mais on y arrive. Donc jeune, c'est mieux. Ensuite, on peut avoir des indicateurs d'exoplanètes. Par exemple, on sait que s'il y a un excès d'infrarouge, donc quand on regarde l'étoile, on fait son spectre, et puis on voit qu'elle brille un petit peu plus qu'elle ne le devrait en infrarouge. Et ça, c'est sûrement parce qu'il y a de la matière qui est chaude autour de l'étoile et qui émet et qui fait cette petite excès d'infrarouge. Et s'il y a un disque, il y a très probablement des planètes. Ça reste à prouver, mais on a fait cette corrélation planète-disque. Bon, pour l'instant, je vous avoue qu'en pratique, ça ne marche pas hyper bien. Et on a aussi la probabilité de formation d'exoplanètes. En fait, on pense qu'il y a une corrélation, et pareil, ça reste à prouver. Donc les deux derniers points, c'est un peu de l'ordre du on ne sait pas trop. On a des modèles, mais voilà. Avec la masse de l'étoile. Si on a des étoiles massives, peut-être qu'elles ont plus de chances de former des exoplanètes autour. Mais en fait, on ne sait pas trop. Le truc, c'est que si on a des étoiles peu massives, on aura un contraste plus favorable. Donc finalement, on n'utilise pas trop cette dernière condition. On peut aussi penser à la métallicité. Si on a des étoiles qui sont de deuxième génération, donc qui ont une forte métallicité, peut-être qu'elles seront plus à même de former des planètes comme le système solaire. On a plein d'éléments qui viennent de ça. Mais ça encore, c'est pareil, c'est fouillis. Mais les deux plus importants, finalement, c'est ça. Donc à la fin, on a une liste d'étoiles, par exemple au Chili, dans le désert d'Atacama, donc dans l'hémisphère sud, on a à peu près 300 étoiles sur notre liste. C'est pas grand-chose au final. 300 étoiles, c'est... Ouais. Bah, il y en a qui rigolent, c'est pas beaucoup 300, pour nous en tout cas. Donc voilà. Maintenant, on va regarder une étoile. Voilà. Donc, est-ce que ça vous plaît? Donc ça, j'espère que ça vous plaît. C'est une étoile vue au Very Large Telescope. J'imagine que vous êtes un petit peu déçus. On a pris un 8,2 m, on a bien payé ça avec nos impôts, pas que. Et voilà ce qu'on voit. On voit une espèce d'énorme patate. Ok, très bien. Donc en fait, ça, c'est dû à la turbulence atmosphérique. Vous avez sûrement vu cet effet au-dessus de votre grippin, au-dessus de votre radiateur ou au-dessus des avions. Donc une magnifique image faite maison, enfin pas de moi, hein, avec où vous voyez, en fait, on est au Groenland ici, donc il fait super froid, et l'avion, là, les réacteurs chauffent l'air, et vous voyez ce truc-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est complètement brouillé l'image derrière. Et c'est le même effet, là vous pouvez le voir, à Florence il fait chaud. Si vous regardez vraiment un ras le sol sur la route quand vous conduisez, vous verrez aussi ces espèces de petites sableau-blottes. Voilà, je l'ai dit. Alors ça, c'est en fait parce que l'air est un très mauvais conducteur thermique. Pareil, vous avez tous été chez vous une petite faim la nuit, vous avez ouvert votre frigidaire, vous avez froid aux pieds. L'air froid descend instantanément et il met du temps à se mélanger avec le reste.
Et pareil pour l'air chaud. Donc ce qui est bien, c'est qu'en été, il faut dormir par terre, et en hiver, il faut construire la mezzanine et dormir en haut. Ça, c'est un détail. Mais ça peut aider. Hein. La technique de dormir par terre pendant la canicule, ça marche. J'ai essayé. Donc l'air est un très mauvais conducteur thermique, et ce qui fait que donc, quand vous avez du chaud et du froid qui se baladent, ça ne se mélange pas très bien, c'est très peu miscible, et ça fait des petites bulles d'air froid et d'air chaud qui se baladent comme ça. Et évidemment, avec la nuit, le jour, la nuit, il fait très chaud, puis la nuit il fait très froid, puis il fait très chaud, et donc vous avez ces courants d'air chaud et froid qui montent, qui descendent à n'en plus pouvoir, et donc dans notre atmosphère, il y a ça. Et c'est ça qui fait que la nuit, ce que vous voyez à la ferme des étoiles ou partout, c'est les étoiles vont scintiller, parce que leur lumière, elle va être un peu déviée. Pourquoi ? Ah oui, non, je vais d'abord passer par ça avant de reparler des trucs. Je vais vous montrer ce qu'on devrait avoir s'il n'y avait pas de turbulence atmosphérique. Donc pour faire vraiment la différence entre la patate que je vous ai montrée et la suite. Donc si on n'avait pas de turbulence atmosphérique, donc notre télescope, donc celui-là j'ai mis Subaru pour changer un peu du Very Large Telescope, on va rendre à César, c'est un magnifique télescope, c'est incroyable. Donc ça ressemble à ça, donc là pareil, hein, ça fait 8,2 m, c'est à peu près le même design que les Very Large Telescopes. Et ici, ce qu'il y a ici, donc c'est le miroir secondaire, donc la lumière va arriver, ploum, ici elle va être réfléchie sur ce miroir secondaire, puis pouf, elle va arriver là, et soit il y a un miroir qui va les emmener sur une des deux plateformes, ici on met les instruments, soit elles vont tomber dans le trou, il y aura un autre instrument ici, c'est les différents types de foyers. Vous avez les foyers casse-grains ici, et ici c'est ce qu'on appelle les foyers Nasmyth. Vous n'êtes pas obligé de retenir, mais c'est sympa à savoir qu'il y a plein de foyers. Il y a aussi en fait un foyer qui peut être ici, enfin il y a plein de choses qui peuvent être rigolotes. D'ailleurs Subaru est un des rares télescopes à avoir, ils sont capables de mettre un instrument là-haut, et c'est pour ça qu'ils ont c'est énorme là les supports du miroir secondaire. C'est vraiment très gros parce qu'il faut tenir le poids de l'instrument. C'est un détail technique, mais moi j'adore. Bref, je suis un peu évadée là. Donc ici, ce qu'on appelle en fait ici, ça c'est la pupille, c'est l'ouverture du télescope, c'est l'entrée de notre entonnoir. Et c'est ce que va voir notre instrument. Notre instrument, c'est un regard dans l'air, voilà, tu vois ça, quoi. Donc ça, c'est le support du miroir secondaire, celui-là, et donc ce qu'on appelle les spiders, araignées en anglais. Donc c'est les patounes qui retiennent le miroir secondaire. Donc c'est ça que voit notre télescope. C'est vraiment l'entrée de notre entonnoir. C'est la pupille, et c'est 8,2 mètres de diamètre. Quand la lumière arrive, c'est un peu comme quand une vague, en fait, la pluie, c'est, on va dire, des vagues de pluie, voilà, ça arrive par vague. La vague va arriver comme ça à l'entrée du télescope, et puis plam, ça va se prendre ce truc-là, et ça va faire ce que vous avez sûrement, enfin, vous avez très sûrement entendu parler de ça, le phénomène de diffraction de la lumière. Donc la lumière va se cogner, et puis c'est un peu nul comme explication, mais bon, je ne vais pas passer trop de temps sur les concepts optiques, je ne serais capable d'en parler des heures. L'optique, c'est un peu mon dada. Et donc la lumière va se diffracter, et ça va faire une figure qui est très particulière. Là, on ne voit rien du tout. Alors là, niveau contraste, j'ai été nulle, je suis désolée. J'avais fait ces simulations exprès pour vous, je suis un peu déçue. Donc à la fin, ça donne une tache. Je ne sais pas si vous voyez très bien, donc il y a un cœur très brillant, et autour, vous avez des anneaux. Je suis vraiment triste pour le contraste, j'aurais dû y penser en plus. Hein. Le contraste, c'est ma vie en plus, quoi. Enfin, c'est nul. Ouais, c'est le truc le plus nul de la Terre, ça. Bon, et donc, normalement, vous voyez même la diffraction qui est due au spider. Voilà, vous voyez une croix comme ça, et c'est exactement ce que vous voyez dans les super photos des Pléiades, par exemple, l'amas des Pléiades, vous avez tous vu, c'est trop beau, là, ça fait une forme d'étoile. En fait, ça c'est parce que les astronomes amateurs, c'est hyper rigolo, ils font l'inverse de ce que je fais tous les jours. Ils font exprès de mettre un petit fil à l'entrée de leur télescope pour que ça fasse un bel effet d'étoile avec des petits picots. Et je les regarde, je me dis, mais attends, mais t'es fou, mais moi si je pouvais me passer de ces spiders, je serais trop contente. Voilà, chacun son truc. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai ce problème-là, et donc là, en fait, la taille typique de cette petite tache, elle est inversement proportionnelle à la taille de votre entonnoir. Donc plus votre télescope est grand, plus la tache sera fine. Donc très bien, on va pouvoir voir des petits détails. Et aussi, elle dépend de la longueur d'onde. Donc plus vous regardez à grande longueur d'onde, plus elle sera grosse. Donc on a intérêt à pas trop aller dans les infrarouges, mais plutôt aller vers le bleu. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi l'infrarouge moyen. C'est parce qu'on ne veut pas faire en radio. En radio, on aura une tache dégueulasse, et nous, on veut voir des choses qui sont juste à côté de l'étoile. Donc on veut vraiment que notre pic soit le plus fin possible. Petite remarque, les Blu-ray, c'est ça. Hein. Quand on est passé du lecteur DVD, on lisait dans le rouge, au Blu-ray, c'est parce qu'on avait une tache qui était toute petite, et donc on arrivait à mettre plus d'informations sur la surface. Voilà, petit détail technique. Donc, finalement, dans la vraie vie, on n'a pas ça. On a, à cause de la turbulence atmosphérique, donc cette fameuse patate. Donc, je vous ai montré une patate parce que c'était une longue pause. Si vous prenez une exposition, vous faites une photo instantanée, vous obtiendrez un tas de petites taches comme ça, et chaque petite tache, en fait, a la même taille que celle centrale ici. Donc varie aussi en fonction du diamètre du télescope et de la longueur d'onde. La même taille, chaque petite tâche. Et quand on prend une longue pause, voilà, ça se moyenne. Donc on fait une moyenne de tout ça. Hop, fallait pas regarder ça.
c'est pas grave. Ça se moyenne et ça fait cette grosse patate que je vous ai montrée tout à l'heure. Et cette grosse patate, la taille de cette patate, elle dépend des conditions atmosphériques. Plus vous avez des conditions atmosphériques dégueulasses, donc plus vous avez de la turbulence, plus la patate est grosse. C'est embêtant. Voilà. Ok. Donc, pour venir à ça, la turbulence atmosphérique, je vous ai dit que je reviendrai là-dessus assez rapidement. Donc, quand vous avez une étoile, ça va pas du tout marcher. Voilà, elle émet des rayons lumineux dans toutes les directions. C'est isotrope. C'est joli comme j'avais envie de le placer. Donc, elle émet des rayons lumineux dans toutes directions, et souvent, on parle aussi de fronts d'onde. Les fronts d'onde, c'est juste une surface imaginaire, et tous les rayons lumineux, ils se propagent perpendiculaires à ce front d'onde. C'est la loi méga importante de l'optique, la loi de Malus. Voilà. Donc ça se propage perpendiculaire au front d'onde, et donc une étoile, vu que ça émet de tout partout, dans toutes les directions, les fronts d'onde sont sphériques. Donc ça émet des sons très bien. Puis l'étoile, elle est un petit peu loin. Donc voilà, ça se propage dans l'espace. Elle est vraiment très loin. On a des dizaines de milliers de kilomètres. Et puis pouf, ça arrive à la fin sur notre bonne vieille planète Terre. Sauf que, en fait, on est tellement loin que nous, en fait, ce qu'on voit ici, c'est plus des sphères, mais c'est des plans. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a l'impression, on ne peut pas résoudre une étoile. C'est ce qu'on appelle un point source. C'est tellement loin que, en fait, on ne fait pas la différence. Enfin, c'est pas un objet résolu. C'est pas par exemple, quand on regarde Jupiter, c'est un petit disque, en fait. Là, c'est pas un disque, c'est un point source. Et toutes les étoiles, c'est pareil. Et c'est pour ça que les anciens avaient remarqué, quand ils regardaient le ciel, que les étoiles scintillaient, mais les planètes, elles scintillent pas. Elles sont. Ça fait un petit disque. Pardon, j'ai été perturbée par. Non, c'est pas grave. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc c'est vraiment important de dire que les étoiles, donc c'est pas résolu, c'est ce qu'on appelle des points sources. Voilà, c'est pour ça que ça scintille la nuit, parce que en gros, c'est comme si on recevait qu'un seul rayon, et dès qu'il y a de la turbulence, pouf, pouf, ça part dans tous les côtés. Et donc sur Terre, ce qu'on a, donc on a ces fronts d'onde qui arrivent, pouf, ils se cognent dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi? Je vous dis, ces petites bulles d'air chaud et d'air froid qui font des petits tourbillons dans tous les sens, et ça déforme ce front d'onde. Et c'est ça qui est important. Parce que si ça déforme ce front d'onde, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, le truc important pourquoi ça le déforme, c'est parce que l'indice optique de l'air, il dépend de la température et marginalement de la pression. Donc ça fait cet effet-là. Donc si vous avez un rayon qui arrive, pouf, il repart dans une direction. C'est la fameuse expérience de la paille que vous mettez dans le verre d'eau, c'est la réfraction. C'est vraiment, ça change de direction quoi, avec l'indice optique. Et donc au final, ce qui se passe, c'est que vous avez le front d'onde qui est déformé, et donc, comme je vous ai dit, les rayons lumineux se propagent perpendiculairement au front d'onde, et donc ils vont aller dans tous les sens, ils vont complètement partir. Ouf. Voilà, c'est vraiment ça le truc important que fait l'atmosphère. Et quand vous le mettez dans votre entonnoir préféré, dans votre petit télescope, ça va atteindre le détecteur de façon complètement aléatoire. Ça va être complètement dévié, et c'est ça qui va faire cette fameuse tâche que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que chaque petit rayon, là, ils vont dans tous les sens, mais parfois ils vont se cogner, donc ils vont interférer constructivement, destructivement, etc. Et ça va faire ces fameuses tavelures, ces petites taches, speckle en anglais, petites taches. C'est sur ça que marchait le principe de la souris à l'époque, pour les anciens, les souris infrarouges avec la petite lumière rouge en dessous. En fait, les tapis de souris, vous avez remarqué, ils sont tous un peu, comment on appelle ça, avec des petites bosses, là, vous voyez ce que je veux dire? Des granules, ouais, si tu veux. Merci. Mais c'était un peu, c'était exactement ça, parce qu'en fait, le laser, la petite lumière rouge de votre souris, elle faisait une lumière rouge qui était diffusée, et donc ça faisait des taches. Et ces taches-là étaient repérées par le système, et puis ça te permettait de voir où est-ce que tu bougeais ta souris, vers où tu allais. Enfin bref, juste pour dire que si vous voulez voir des speckles, vous avez juste à mettre votre souris au-dessus du tapis de souris, vous les voyez. C'est la même chose qu'on a. Excusez-moi. Donc pour se débarrasser de ça, c'est là qu'on utilise un truc super important qui s'appelle l'optique adaptative. Donc l'idée principale de l'optique adaptative, c'est de re-rendre plan ce front d'onde dont je vous parlais qui a été déformé par la turbulence atmosphérique. Donc on va prendre un miroir et on va le déformer. Donc ça ressemble à ça, c'est des petits moteurs au-dessous d'une petite surface réfléchissante mais qui est très fine. Et évidemment, plus on a de petits moteurs en dessous, plus on peut corriger des détails très fins. Donc la limite de base, c'est vraiment si vous avez un moteur où il n'y a pas assez de... Enfin, un miroir où vous n'avez pas assez de moteur, il y a plein de petits détails que vous ne pouvez pas voir. Donc là, c'est une photo que j'ai prise moi-même d'un des petits miroirs qu'on utilise. Donc celui-ci est très petit, il fait quelques centimètres de diamètre. Il a 32 par 32 petits moteurs, donc il peut vraiment corriger des détails très très fins. Et là, c'est juste une photo que j'ai prise pour m'amuser, où on voit le quadrillage du moteur. Enfin, c'est juste pour rigoler. Mais on voit les petits actuateurs. Là, j'ai allumé un actuateur sur une ligne. Ok, j'arrive. Ça a disparu. C'est bien, ça vous fera une petite pause.
Alors, on avait trouvé la technique tout à l'heure. Non, raté. Voilà, c'est revenu. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est revenu. On avait trouvé la technique tout à l'heure, ça fait ça de temps en temps. Très bien. Donc, évidemment, pour savoir quelle forme donner au miroir, il faut analyser le front d'onde et savoir quelle forme a le front d'onde incident pour déformer le miroir dans le sens inverse et ensuite corriger et le rendre à peu près plan. Et pour ça, on utilise un analyseur de front d'onde. Le nom est assez facile. On veut analyser le front d'onde, on utilise un analyseur. Super. Très bien. Il y a de nombreuses technologies, mais celle qui est utilisée aujourd'hui au télescope, c'est ce qu'on appelle, c'est une technologie qui s'appelle le Shak-Hartmann. Je voulais vraiment vous montrer un exemple, vu qu'on est dans les détails aujourd'hui. Donc, le principe est assez simple. Vous avez un front d'onde incident plan, et vous l'échantillonnez par des petites lentilles. Chaque petite lentille va donc focaliser ici la lumière, et si vous avez un front d'onde plan, ce sera toujours au même endroit ici. Et si vous avez un front d'onde tordu, au contraire, ces petites lentilles, ces petites taches là au détecteur, plutôt qu'arriver toutes à l'endroit prévu, elles arriveront un peu décalées. Excusez-moi. C'est compliqué. Je confonds les boutons. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, le rayon lumineux, il va partir par là, comme ça, et puis la petite lentille, du coup, elle va le caler ici. Voilà. Évidemment, plus on a de petites lentilles, mieux c'est, parce qu'on peut, pareil, échantillonner des petites zones de votre front d'onde. Donc là, on ne l'échantillonne pas très très bien, mais si on mettait plein de petites lentilles, ce serait super. Sauf que plus vous mettez de petites lentilles, plus vous perdez de lumière. Parce que vous avez de moins en moins de lumière sur chaque petite au détecteur. Donc c'est vraiment un compromis à faire comme ça entre à combien vous voulez échantillonner votre front d'onde, mais en même temps, vous voulez bien voir des étoiles qui ne sont pas super brillantes, donc vous voulez garder pas mal de lumière. Donc ça, c'est aussi un jeu. Donc ça, c'est pareil, des vraies images de sphères. Sur lesquels je travaille. Donc vous avez vraiment la forme du miroir déformable. Donc vous voyez tous les petits, ce miroir c'est 41 par 41 petits moteurs, enfin 40 par 40. Donc vous voyez les petits carrés du miroir qui se déforment au cours du temps. Et en fait là ce que vous voyez, c'est super beau, c'est la turbulence atmosphérique qui se propage. C'est des vraies images. On a vraiment ça au télescope. Vous voyez le truc qui se propage comme ça, et c'est à l'échelle de quelques secondes, là il s'est écoulé même pas 4 secondes. Et quand on regarde le détecteur qu'il y a après ce Shak-Hartmann, donc après ces micro-lentilles que je vous ai montrées juste avant, vous voyez tous ces petits points, et vous voyez qu'effectivement, les centroïdes, donc le centre de ces petits rayons lumineux, des petits spots, ils bougent au cours du temps. Parce que vous avez ce front d'onde qui est complètement distordu, disons, en bon français. Voilà, très beau, j'aime beaucoup cette animation. Alors par contre, si on pouvait la passer, ce serait très bien. Voilà, donc pour résumer, une optique adaptative, il faut un senseur de front d'onde, un analyseur de front d'onde, donc en général un Shak-Hartmann. Ensuite, il faut calculer à partir des résultats qu'on a au détecteur quelle déformation c'est, et on envoie une commande au miroir déformable. Tout ça, ça fonctionne en boucle fermée. Je n'ai pas écrasé les fleurs, en boucle fermée comme ça, et donc à chaque fois on envoie la correction grâce à ce petit miroir déformable. L'optique adaptative, c'est ça. Ça a l'air simple comme ça, mais alors en vrai, je vous raconte pas, faire des simulations, c'est horrible. Mais bon, voilà, l'idée c'est ça qui marche bien. Donc on a une optique adaptative sur notre liste de courses, et voici les premiers résultats qu'on a eus. Donc une des premières optiques adaptatives qui a été montée au Very Large Telescope NAOS, la Lune sans et la Lune avec. Je ne sais pas si vous voyez tous de loin, mais c'est quand même, le résultat est quand même assez joli. Il y a quand même une sacrée différence. Par exemple, cette trace-là qu'on ne voyait pas sans l'optique adaptative et tous ces petits cratères, c'est assez incroyable. On a fait ça aussi avec le Soleil. Je ne sais pas si vous voyez aussi bien, mais on voit là, ici, à gauche, c'est sans optique adaptative, à droite, c'est avec, on voit les granules. On a fait ça avec des galaxies. Pareil, je trouve que les résultats sont incroyables. Donc sans et avec. Et la toute dernière que je voulais vous montrer, c'est vraiment, elle est apparue il y a 2 mois sur le site internet de l'Observatoire européen austral. Bim. Non mais regardez ce truc-là, quoi. Ça, c'est Uranus, quoi. Là, il n'y a rien, c'est vraiment la patate bleue. Et là, on commence à voir déjà des nuages, des trucs, même presque des ondes. Enfin, c'est incroyable, quoi. On se demande pourquoi on prend autant d'argent pour envoyer des satellites. Non, je dis surtout pas ça, j'ai rien dit du tout. Vous oubliez ce que j'ai dit. C'est très bien d'envoyer des sondes dans l'espace, ok? Même si ça me vole mon travail. Ok. Donc maintenant, voilà ce qu'on a au télescope quand on met, nous, après la patate, on met l'optique adaptative en marche. Paf, on a ça. Alors c'est super, ouais, ça ressemble pas mal à ma simulation qui avait pas du tout un bon contraste, mais ça commence à ressembler. On a ce gros spot central ici qui est proportionnel à la taille du télescope et de la longueur d'onde utilisée. Donc là, on est en bande H, hein, comme je vous ai dit, en 1,6 micromètres. Et tous ces anneaux ici. Donc c'est vraiment sublime. C'est incroyable, là, ces résultats-là. Mais ça suffit pas, en fait. Parce que imaginez que vous voulez trouver une planète là-dedans. Et en fait, la planète, là, elle est toujours 10 millions de fois moins brillante que l'anneau central. Mais en fait, même si vous regardez le cœur là, mais même si vous regardez ces petits anneaux autour, les petits anneaux autour seront beaucoup trop brillants. Et ça va complètement cacher
la lumière de la planète. Donc il faut se débarrasser de ces anneaux qui sont dus à la diffraction due à l'ouverture de notre télescope. Là, donc je vais montrer en simulation. Et c'est là qu'on a le troisième ingrédient de notre liste de courses, c'est un coronographe. L'idée, c'est de vraiment cacher cette lumière de l'étoile et essayer de virer les anneaux là, pour pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Premier réflexe, vous avez ça, donc ça c'était lundi, hein, il faisait super beau, j'ai beaucoup cramé, bronzé, comme vous voulez. Et donc on avait le soleil, et donc c'était impossible de voir tout ce qui se passait autour. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, on la cache, ouais. Pouf, donc j'ai mis mon pouce devant. Et effectivement, là c'est super, ça se voit vachement bien, on commence à voir les arbres, ils sont même verts, on peut me dire c'est un peu plié ou pas, non peut-être pas quand même, et la maison, etc. Donc ça marche très bien. Et on a ça de façon très naturelle lors des éclipses solaires. On parlait tout à l'heure, donc la Lune qui a le bonheur, mais alors c'est un hasard incroyable, c'est un spectacle merveilleux, c'est incroyable que la taille angulaire de la Lune et du Soleil soit la même vue de la Terre, c'est un truc de malade. Et donc on a ces spectacles absolument incroyables, donc ça c'est une superbe photo, où on peut voir toutes ces structures, ici très fines, qu'on ne peut pas voir parce qu'on est ébloui par la lumière du Soleil. Donc seulement quand la Lune est là, et cache la lumière du Soleil, c'est bon, on peut enfin voir les choses faibles, de brillance très faible qui se passent autour. Donc c'est exactement ça qu'on veut faire. Sauf que comme c'est marqué en dessous, le Soleil, c'est pas un point source. Je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre un point source et le reste, quelque chose de résolu. Le Soleil, il est résolu, c'est un disque. Nous, on veut voir des points. Donc en fait, ça va pas du tout être pareil, on va avoir des effets qu'on n'a pas ici avec la Lune, de diffraction. Encore celle-là, celle qui faisait les petits anneaux, justement. Donc c'est là que Bernard Liot est arrivé avec son fameux coronographe de Liot, où il a essayé d'adapter le système de l'éclipse et du pouce à un point source. Donc ici, nous avons, ça va de gauche à droite, hein, nous avons les rayons lumineux, avec le front d'onde qui est à peu près plat, après l'optique adaptative, et on le fait converger après une lentille tous ces rayons lumineux. On va cacher la lumière de l'étoile avec un petit masque opaque, hein, c'est juste un masque, hein, c'est vraiment l'histoire du pouce, quoi. Et ensuite, au détecteur, si tout va bien, si ça marche bien, on recevra rien. Donc, si on a une étoile, par contre, comme l'étoile, si on a une planète, excusez-moi, en bleu ici, comme la planète est un peu décalée par rapport à l'étoile, ces rayons, la distance angulaire, c'est la distance angulaire, bon là j'ai complètement exagéré pour que vous puissiez voir le principe, ces rayons, eux, vont passer au-delà du masque, et vont pouvoir converger ici sur le détecteur. Donc on va voir l'image de la planète, mais on ne va pas avoir la lumière de l'étoile. Dans la vraie vie, évidemment, ce n'est pas complètement ça ce qui se passe. Donc là, je vous ai fait des simulations. Donc ça, c'est juste après l'optique adaptative. Donc là, vous voyez cette croix. Le contraste est mieux, hein. Vous voyez cette croix due au spider du télescope, due à l'araignée, avec le cœur, les anneaux, etc. Et ça, c'est la marque de l'optique adaptative. Donc voilà, j'ai fait des simulations après l'optique adaptative. Il y a deux choses là-dedans. C'est il y a des résidus. Je vous ai dit, on ne peut pas infiniment échantillonner notre front d'onde. On a un nombre de moteurs sur notre miroir déformable et un nombre de petites micro-lentilles sur notre analyseur de front d'onde qui est fini. Donc il y a plein de petits détails comme ça qu'on ne peut pas corriger, qu'on retrouve là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'en fait, notre système, il n'est pas parfait, quoi. Notre lentille, elle a des défauts, il y a de la poussière dessus, il y a de la turbulence dans notre instrument qui n'est pas sous vide. Et donc, du coup, il va rester plein d'aberrations, et ça va faire toutes ces petites taches ici que vous voyez. Donc, c'est encore plus problématique que ce que je vous ai dit. Mais ceci dit, on peut quand même mettre un coronographe, et vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Le cœur, là, a été très brillant, et là, il est un peu moins brillant. Bon, c'est pas parfait, hein. On a toujours ces ronds-là. Et du coup, une des idées de Liot, ça a été de mettre ce qu'on appelle un Liot stop. On s'appelle comme ça, apparemment même en français. Et donc ici, à cet endroit-là, en fait, la lumière, elle va être diffractée par le petit masque opaque, de la même manière qu'elle était diffractée par l'ouverture du télescope. Donc ça va fuir. C'est pour ça qu'il reste autant de lumière là dans cette image, de la lumière de l'étoile. C'est qu'une étoile, hein, ça, dans les simulations, et que de l'étoile, il n'y a pas de planète. Et donc on va mettre cette espèce de chose. Alors les petits points là, c'est parce que c'est le vrai, celui de sphère, ça cache les actuateurs qui sont morts. Je voulais vraiment vous montrer des vraies choses que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc le miroir déformable de sphère n'est pas parfait. Il y a plein de moteurs qui sont morts, qui ne marchent plus, ils ne répondent plus. Et donc ça pose problème parce que ça fait des tâches qui sont complètement aléatoirement distraites. Enfin, elles ne sont pas aléatoires, mais ça fait des tâches. Donc on les a cachées ici. Et donc on va cacher cette croix, on va cacher tout ça, et ça va un peu aider. Donc la différence, elle n'est pas hyper probante, mais je vous assure, ça aide. Et donc on arrive à vraiment avoir d'ici de la lumière qui est beaucoup plus faible que dans le cas précédent. Et on va rajouter encore autre chose. Je vous ai dit, ouais, tout ça, là, ces anneaux, ils sont dus à la diffraction du télescope. Qu'à cela ne tienne, on va faire quelque chose de... Plutôt qu'avoir une coupure 0,1, donc un gros télescope, on va tout doucement ce qu'on appelle apodiser. On va faire une petite coupure toute continue, toute fine, entre là où la lumière passe pas, donc l'entrée de notre entonnoir,
et là où elle passe. Donc c'est comme si vous prenez votre entonnoir et plutôt que faire genre un bord blâme en fer comme ça pour gaver les oies ici, bah vous mettez, enfin c'est passé tout seul, vous y allez tout doucement quoi. Et comme ça la lumière va couler et vous n'aurez pas de discontinuité, vous n'aurez pas des moitiés de gouttes d'eau qui se cognent sur les bords. C'est un peu nul comme métaphore, mais je ne sais pas si ça aide. Mais en tout cas, ce que je peux vous montrer, c'est les simulations. Vous voyez sans apodiseur ici, avec cette croix-là, et avec, regardez, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on perd un petit peu en résolution parce qu'on diminue un petit peu la taille du télescope quand on fait ça. Un tout petit peu. Et comme je vous ai dit, la résolution, la taille des petits grains, elle est proportionnelle au diamètre du télescope. Donc si on le diminue un peu, ces petits grains sont un peu plus gros. Donc c'est pour ça que là, les grains sont légèrement plus gros. Par contre, vous voyez, on perd pas mal là, les anneaux de diffraction et tout, c'est pas mal. Donc si on prend les trois, un apodiseur en entrée qui est là, ici, plus un masque plan focal, plus un petit héliostope, on obtient ça. Bim, c'est exactement ce qu'on obtient au télescope. Donc ça, c'est une vraie image de sphère. Alors ici, c'est pas parfaitement bien centré. C'est très difficile de centrer un petit masque comme ça, pile poil au plan focal. Hein. Surtout qu'il reste vraiment plein de... donc c'est quand même une très très belle image. Cette image-là, franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment incroyable. Ça, c'est un bijou de la technologie. C'est vraiment incroyable que dans une image, on puisse ici atteindre, juste au détecteur, des contrastes de 10 000. Quoi. Ça veut dire qu'on peut voir des choses qui sont 10 000 fois moins brillantes que l'étoile. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que regardez, là, il y a plein de choses. Elle est où, là, la planète? Qui me la montre? Il y en a un. C'est ça. Bon, il y a une planète. Donc ça ne suffit pas. Il faut encore faire des choses. Et c'est là qu'on a le quatrième ingrédient de notre liste de courses, c'est le traitement d'image. Là, c'est vraiment le corps de mon métier. Donc vous voyez, au cours du temps, donc ça, c'est des vraies images encore de sphère, hein, donc toujours cet instrument de mon cœur. Donc vous voyez que ça bloblote quand même pas mal. Il reste plein de choses, plein de petits grains, là, et ça bouge dans le temps. C'est une catastrophe. Et donc moi, mon boulot, c'est vraiment le cœur de mon boulot. Hein. Je travaille sur tous les aspects, mais surtout celui-ci. C'est qu'il reste des aberrations, comme je vous ai dit, qu'on ne peut pas corriger. Et on a de la turbulence interne, on a plein de choses. Et donc on a tout ça. En fait, regardez bien cette image. Vous voyez ici, là, un espèce de cercle. Vous le voyez ou pas? Ça, c'est un vrai disque de débris. Je vais vous le remontrer après. Donc dans cette image, ça ne se voyait pas du tout au premier coup d'œil, mais il y a quelque chose. Et un objet extrêmement intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est faire du traitement d'image. Donc j'appelle souvent ça du coup de Photoshop. On prend une petite pelle et on enlève les aberrations les unes après les autres. Donc imaginez que vous avez une image comme ça et en gros il faut la nettoyer pour pouvoir enlever tous ces résidus qui sont de l'étoile, qui sont de la lumière de l'étoile qui juste apparaît dans le détecteur comme ça à cause de toutes ces fuites, toutes ces aberrations qui restent. Donc l'idée de base d'un bon traitement d'image, c'est que vous avez donc une observation dans le temps, vous avez plusieurs images dans le temps. Okay, en général, les observations durent 2 heures hein, quand on veut trouver des exoplanètes. Donc pendant 2 heures, vous prenez des images toutes les minutes, toutes les secondes plutôt. Et on essaie de trouver un comportement qui est différent pour la lumière de l'étoile et pour la lumière de la planète. Donc par exemple, si vous savez que la planète elle bouge comme ça et que l'étoile elle bouge pas trop, ou je ne sais pas que la lumière de l'étoile elle va soit tourner soit un mouvement, soit un comportement spectral, soit un comportement quelque chose, voilà. On essaie de trouver quelque chose qui est différent au cours de l'observation de la planète de l'étoile. Et c'est ça qu'on utilise pour aujourd'hui, tous les systèmes, tous les traitements d'image sont basés là-dessus. On estime une image de l'étoile à peu près, où on sait que dans cette image, il n'y a pas la planète, ou très peu. On la soustrait, et déjà, regardez, on l'a bien nettoyée là. Parce qu'en fait, celle-là et celle-là, ce n'est pas les mêmes images, mais elles se ressemblent beaucoup. Et si tu prends celle-ci et celle-ci et que tu la soustrais, tu obtiens ça. Et ensuite, tu prends tes 2 heures d'images, et tu les combines de façon intelligente. Donc ça, c'est une combinaison particulièrement intelligente qui a été publiée il y a 2 mois, trop cool. Ouais. Donc particulièrement intelligente. Et regardez, là, c'est incroyable. Ce sont les mêmes images. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'espère que vous me croyez quand même. Mais c'est vraiment les mêmes images. De ça, on a pris une estimation de notre image de l'étoile sans la planète. On l'a soustraite à notre vraie image science. On a fait ça pendant les 2 heures d'observation. Et bam, on a tout combiné. Et là, bam. C'est le système avec les 4 planètes que je vous ai montré au tout début. J'espère que ça vous plaît. C'est très beau. Et donc là, je fais une autopub pour le fil noir que je donne vendredi, où là, on va vraiment aller dans les détails des algorithmes. Okay, donc on va essayer de faire un peu d'expérience. J'aurai mon ordi, je vous montrerai. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ordi. Quelqu'un m'a posé la question hier. Il n'y a pas besoin d'emmener son ordi. Vous pouvez, si vous voulez, emmener votre ordi et le faire en même temps. Mais globalement, je vous ferai un état de l'art de tout ce qui se passe, etc. Voilà, si vous voulez venir. Je vous en prie. Donc les résultats, c'est ça. Donc par exemple, une image de sphère, encore et toujours, et puis la PAM, une petite planète que vous n'aviez pas du tout vue ici. Donc on en a plein. Ici, c'est un instrument Gemini qui est au Chili.
Donc il y en a un à Hawaï, un au Chili. Gemini, ça veut dire les Gémeaux, hein, c'est la constellation des Gémeaux. Il y en a un à Hawaï, un au Chili. Et au Chili, ils avaient cet instrument de première génération, Niki. Donc vous voyez que c'est pas du tout, c'était une vieille, pardon. Oh là, j'ai vraiment l'air d'une jeune pour le coup, en disant une vieille optique adaptative. Enfin, c'était une optique adaptative beaucoup moins récente, avec, il n'y avait pas de coronographe à l'époque, mais on arrive quand même à voir ici un petit blob lumineux. Et ça, c'est une planète, croyez-le ou non. Ici, c'est pareil, c'est un instrument de première génération, donc sans coronographe, mais avec quand même une optique adaptative qui est pas mal. Et en fait, là, les conditions atmosphériques étaient quand même dégueulasses. Et même avec du traitement d'image, en vrai, il y a une planète. Je le sais qu'elle est là, donc je peux vous la montrer, c'est ce truc-là. Mais franchement, là, on l'a pas vue. C'est vraiment parce qu'on savait qu'elle était là qu'on a dit, ouais, ok, on la détecte un petit peu. Par contre, avec Sphère, là, on a bien upgradé, quoi, on passe à autre chose, donc on a un coronographe. Non, celle-ci, on n'a pas mis le coronographe, justement, c'était des observations un peu particulières. Donc on n'a pas mis de coronographe, donc vous voyez les anneaux des riz, mais alors l'optique adaptative, elle déchire. Donc c'est super. Et là, panne. Enfin, je pense que là, vous êtes convaincus. Ça, là, c'est une planète. Pif, là, on est passé avec le coronographe, et ça, ce qui est incroyable. Vous mettez le coronographe entre cette image-là et cette image-là, la seule différence, c'est que vous avez mis un coronographe. Ça, là, ce que vous voyez, c'est réel. C'est le disque protoplanétaire que je vous ai montré dans le tout premier slide. Vous le reconnaissez tous ou pas? Donc il en reste un petit peu là après le traitement d'image. Et ici, c'est la petite planète. Ça, c'est en plus pour vous dire qu'avec Sphère, on a aussi mis un instrument qui permet d'avoir des images simultanément, on va le repasser, hein, à plusieurs longueurs d'onde. Donc à un moment donné, je peux avoir plein de longueurs d'onde, 39. Et donc, je peux faire des spectres. Si je peux faire des spectres, donc la répartition d'intensité en fonction de la longueur d'onde. Donc ça, ou alors je peux même combiner toutes les images à différentes longueurs d'onde, et là on le voit. Alors là, quand je leur ai montré ça, mes collègues disaient, bon là c'est bon, on est sûr, c'est une blague. Parce que quand on l'a détecté au début, c'était une horreur. Il y avait des discussions partout. Mais non, mais vous êtes sûr que c'est une planète ou pas? Mais qu'est-ce que c'est? C'est peut-être juste un point, peut-être que c'est un truc par hasard, c'est un résidu d'optique adaptative qui a mal marché. Enfin, c'était vraiment un débat sans fin, alors qu'on avait 5 jeux donnés de 3 instruments différents, avec des longueurs d'onde différentes. Mais quand même, c'était un débat, genre, c'est pour ça, c'était une catastrophe. Hein. On ne dirait pas comme ça a l'air amusant. Hein. Mais après, c'est pas genre, ouais, j'ai trouvé une exoplanète. Il y a des discussions. Hein. Voilà. Donc ça, c'était assez convaincant. Par contre, là, quand j'aurais montré ça, ils étaient contents. Et ensuite, on a fait un spectre. Et alors là, c'est juste pour vous montrer ce que m'a envoyé un collègue. En discutant avec Florence Porcel, je lui ai montré mon travail et tout. Elle me dit, ah, c'est trop cool. Et je me dis que c'est marrant de vous montrer ça. Donc là, c'est moi, hein. Faustine, en orange. Ça, c'est tes 3 autres collègues, d'accord, Anis qui bosse avec moi. On a chacun utilisé des algos différents. Il y en a un que j'ai développé moi. Et regardez, moi, je trouvais pas du tout la même chose. Et là, le type, il m'a fait, non mais Faustine, ton algo, il est pourri, il marche pas du tout, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et du coup, j'ai passé quelques heures en écran d'ordinateur. Et ça, je veux juste dire, c'est le métier de chercheur, c'est débuggeur professionnel. En vrai, on est assis devant notre ordinateur à en avoir des escarres aux fesses, c'est dégueulasse. Mais on est tout le temps assis à en avoir mal au dos, disons, et à se cramer les yeux, à trouver les bugs. Je l'ai trouvé, pim. Et alors là, il était super content. Ah, il est génial, ton algorithme, c'est le meilleur, il donne le meilleur résultat. Je sais. Bon, en vrai, j'ai paniqué entre les 2 moments. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe au boulot. Donc on a eu ce spectre-là, il y a des choses intéressantes déjà à voir là-dessus. Donc c'est la même planète hein, que je vous ai montré tout à l'heure. La dernière, là, le tout premier slide. Déjà, vous voyez que ça monte avec la longueur d'onde. Donc là, on va plus vers le rouge, okay, donc plus vers le chaud. Et ça, c'était assez intéressant parce qu'on ne s'attendait pas à ce que les exoplanètes qu'on voit soient aussi rouges, aussi chaudes. Et en fait, c'est parce que c'est une bébé planète, donc elle est toujours en train de se former, et donc elle est très très chaude, et elle émet plus dans l'infrarouge lointain. Et ça, là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait paf, et là, ping, ça tombe et ça remonte. Là, ici, vous avez une bande d'absorption très particulière, c'est l'eau. Et c'est aussi un indicateur que la planète est en train de se former. Okay, donc, maintenant, on a notre liste des courses complètes. Un gros télescope en infrarouge, une optique adaptative qui va bien bien vite, un coronographe bien efficace avec plein de choses pour faire encore mieux que mieux, un traitement d'image avancé, et puis des astronomes sympathiques qui viennent vous parler de tout ça. J'espère qu'ils sont sympathiques, en tout cas. Donc, à la fin, on avait une patate, on est arrivé à des frites, ensuite un coronographe, on avait quelque chose de pas mal, et ensuite un traitement d'image, et on est arrivé à découvrir nos planètes avec un contraste. Donc on arrive à voir des objets qui sont 10 millions de fois moins brillants que l'étoile, et qui sont loin. C'est quand même une prouesse technologique, assez incroyable.
Donc je voulais vous montrer quelques résultats avant. Donc avant d'avoir la deuxième génération d'instruments type sphère, donc on avait quelques exoplanètes, mais en fait c'est pas vraiment des exoplanètes, c'est plus des naines brunes, donc c'était pas super sexy. Voilà, on a plein de points, c'est juste pour vous montrer. On en avait quelques-unes qui étaient loin, donc cette extraordinaire découverte de 4 planètes. Celle-ci, évidemment, ils ont mis plus de temps à la découvrir parce qu'elle est très proche de l'étoile. Donc pour découvrir celle-ci, le seul élément, c'était le nouveau traitement d'image. Ils ont trouvé une nouvelle technique et ils l'ont appliquée au même jeu de données qui datait de 2003. Et en 2009, ils se sont dit « Attendez, il y a un truc là !» Et ils l'ont vu, c'est juste pour la petite histoire. Donc là, il y en a une autre petite, là, il y en a une pas mal ici. Celle-là, ils ont bien gratté dans les données pour la trouver, mais ils ont fini par la trouver. Aujourd'hui, avec les nouveaux instruments qui sont apparus en 2014, mai 2014, on a eu celle-ci, 51 Eridani, pareil, comme le nez au milieu de la figure. On a eu celle-ci, très belle, très jeune aussi. Enfin, on ne sait pas si c'est une naine brune. Elles sont toutes assez loin, hein, vous voyez, de leur étoile par contre. Celle-ci, et c'est tout. Désolée. Ça fait 4 ans, on a eu 4 détections. Voilà. Donc là, j'ai fait un coup de pub assez mauvais. Je vais essayer de me rattraper. On a plein de candidats. Donc il faut bien les analyser, parce que comme je vous ai dit, quand on trouve une exoplanète, c'est pas genre « Ouais, j'ai trouvé une exoplanète, super, trop bien, on va faire un press release demain ». Non. On se calme, on respire, on doit prendre d'autres données, vérifier la couleur, que c'est pas une étoile de fond, etc. Il y a plein de choses à faire. Et ce truc-là, entre la première fois où on l'a vu et le moment où les images ont circulé sur Internet, il a dû se passer un an et demi. Donc ma copine qui travaille dessus, qui a publié le papier, m'a dit « J'ai passé 1 an et demi de ma vie là-dessus, je suis désolée pour toi ». C'est un peu triste. Mais bon, ça va lui faire une belle carrière aussi, hein. Mais c'est quand même super triste. Mais c'est une très belle planète. Donc celle-ci, l'intérêt, c'est qu'elle est très jeune, et la plupart, en fait, elles sont assez loin. Et encore une fois, on ne sait pas si c'est un biais technologique, si on n'arrive juste pas à voir proche, ou si c'est que vraiment on n'a que des planètes qui sont loin de leur étoile. Donc ça, c'est une question que tu as. Il y a aussi d'autres belles choses qu'on a vues, donc il n'y a pas que des planètes, il y a des disques. Là, c'est une image qu'on avait, l'état de l'art avant, c'était le disque que je vous ai montré en fait tout à l'heure, mais bon, je vous le dirai après, vue de Hubble Space Telescope. Donc vous voyez que Hubble Space Telescope, il fait quoi, 1 mètre et quelques de diamètre, donc la résolution est assez mauvaise, parce qu'il est petit diamètre, on a dit qu'on veut un diamètre le plus gros possible pour capter un max de lumière, etc. Donc même s'il est dans l'espace, la finesse de l'image dépend vraiment du diamètre. Hein. Donc on ne voit pas très bien, c'est pas très fin. On arrive à capter plein de lumière parce qu'on est dans l'espace, on n'a pas d'optique adaptative, mais ça reste pas génial. Donc après, on avait l'instrument de première génération OVLT, donc 8 mètres de diamètre avec une optique adaptative, et puis on avait quand même quelque chose d'assez cossu, c'est quand même joli. Puis on est passé à Sphère. Voilà, 1 minute de silence pour tous les gens qui ont travaillé, qui ont fait des burn-out sur Sphère. Merci. Et donc, vous avez ici ce magnifique disque de débris, donc c'est l'équivalent un peu de la ceinture d'astéroïdes qu'on a dans notre système solaire, donc il y a très peu de gaz, qui s'appelle HR 4796, toujours aussi poétique, hein, qui fait 1 arc seconde de résolution, donc c'est vraiment très beau. Et donc c'était ça en fait qui se cachait dans le petit film que je vous ai montré tout à l'heure. Une découverte assez intéressante, je voulais vraiment vous la montrer, c'est ce disque-là qu'on observe, donc c'est un disque qu'on voit par la tranche, et en fait ils ont remarqué des structures qui bouge avec le temps. Je ne sais pas si ça se voit très bien, je n'ai pas trouvé de bons films, de bonnes animations pour vous montrer, mais vous avez ce truc ici, là, puis qui se déplace dans le temps. Ils leur ont même donné des noms. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop compris encore, donc il y a des gens qui travaillent massivement pour essayer de comprendre pourquoi on a ces blobs, et ils disent « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a une planète qui éjecte des trucs », on ne sait pas trop. Mais c'est affaire à suivre. C'est un résultat qui est très très beau, il y a encore plein de données, donc celui-là, on l'observe très fréquemment, presque tous les mois, pour voir l'évolution, et puis dès qu'on a des bonnes conditions. Ça, c'est parce que, ok, on n'a trouvé que 4 exoplanètes, mais voilà, on a quand même des sacrément belles images. On a trouvé plein de disques, des disques jeunes, des disques de débris. On a trouvé des trucs avec des bras spiraux. Pareil, on pense que ces bras spiraux sont dus à des planètes, mais alors encore une fois, on veut que tout soit dû à des planètes, donc c'est peut-être juste un biais comme ça. On a trouvé, donc, on a plein de spions, on a plein avec des anneaux comme ça. On a des trucs vus par la tranche qui sont asymétriques, ça brille un peu moins que là. On a trouvé une zoologie de disques, c'est incroyable. Donc finalement, les gens se moquaient de nous, en mode ah, vous avez trouvé 4 planètes, vous êtes trop nuls en 4 ans. Ouais, mais on a quand même des jolis trucs. Hein. Et dans les disques jeunes, je voulais vous montrer, donc avant on avait ça, maintenant donc vous reconnaissez mon premier slide. Et donc ça c'est un autre instrument qui s'appelle MAGAO, Magellanic Adaptive Optics, donc c'est un truc dans l'hémisphère sud. Pardon, un truc, excusez-moi, c'est un instrument très bien, c'est pas un truc, plutôt pas mal comme truc. Donc c'est la même, et cette fois en rouge vous voyez une émission dans une raie très particulière qui s'appelle le H-alpha, c'est pas grave si vous en avez, mais ce qui est intéressant, retenez bien, c'est que c'est un marqueur d'accrétion. Si la planète émet dans cette lumière particulière, ça veut dire que elle est en pleine accrétion. Donc on sait que c'est une planète en formation. Il y a de la matière qui tombe dessus, elle est très chaude et ça s'accrète. Donc ça,
c'est une super découverte. Et malheureusement, avec Sphère, on n'a pas réussi à faire cette dissection. On a essayé tant bien que mal. Et on est un peu dégoûté que ce soit les copains américains qui l'aient fait. Ouais, ça, c'est un détail technique aussi. Mais c'est quand même très, très belle découverte. On a aussi vu des trucs très chouettes. Je vous rappelle sûrement de cette image, la nébuleuse d'Orion, une pouponnière d'étoiles jaunes. Si on fait un petit zoom, on a ces proplides, c'est des petites étoiles en formation. Si on fait un petit zoom dessus, on a ces petits machins-là. Si on fait un petit zoom dessus, ça fait ça, encore un petit zoom. Allez, voilà. Donc ça fait un espèce de disque comme ça, là. C'est super beau. Ces images, moi, elles m'ont émerveillée. Quand j'ai vu ces trucs la première fois, je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade, on voit de la naissance d'étoiles. Et puis les artistes, vu qu'on n'avait que ça, on en fait des super belles images, quoi. C'est très beau. Et puis bam, on a eu Sphère. Pareil, une minute de silence. Ça, c'est aussi ça, mais en vrai. Voilà, donc vous voyez, c'est des vraies images qui ont été obtenues par Sphère. C'est incroyable, c'est la naissance des étoiles. Et vous voyez cet énorme disque, enfin, je ne sais pas si vous voyez, déjà je trouve que l'artiste a vraiment bien fait son boulot ici, parce que c'est quand même pas mal, on voit qu'il y a des structures annulaires avec des trous, des machins, mais on voit vraiment, enfin je ne sais pas si vous voyez, ça fait un espèce de creux, voilà, la matière qui tombe là, donc ça se resserre au niveau de l'étoile, et c'est exactement ce que les modèles prédisaient. La force quand même de l'astro. Moi, ce que j'adore en fait en astro, un truc qui me fascine, c'est quand on a fait des modèles genre juste avec notre cerveau et qu'on les observe après. Je trouve ça incroyable. Quand on voit les trucs que les mecs ont imaginés abstractement, vous avez compris quoi. Ça commence à être la fin, là j'ai un peu du mal. On va y arriver. Donc c'est très beau. Voilà, vous avez plein de disques, ils sont tous à peu près. Ouais, c'est un résultat qui est vraiment incroyable. Et maintenant, est-ce qu'on a encore 5 minutes ou pas? C'est vraiment 5 minutes. Donc maintenant, je voulais juste vous parler très rapidement du futur. Donc c'est une autre partie de mon job. Donc je travaille sur les traitements d'images et je fais toutes ces choses-là. Enfin, j'aide à faire toutes ces choses-là. C'est pas moi qui les fais toute seule, ne vous inquiétez pas. Mais je travaille aussi sur la conception des instruments du futur, donc pour toujours, qui sont dédiés à la découverte d'exoplanètes, à leur analyse. Donc nous avons le géant américain, j'aime pas quand on dit américain, parce que l'Amérique, c'est pas ça. Bon, donc on peut dire l'USAIen, ouais. En haut on peut dire états-unien, c'est dans le dictionnaire, qui s'appelle le Giant Magellanic Telescope, et l'européen, ici, l'Extremely Large Telescope, qui est fabriqué à l'Observatoire européen austral. Devinez pour qui je travaille? Indice, c'est à droite. Pif. Donc, on va reprendre notre liste de courses et on va vérifier un à un qu'on a bien respecté toute la liste qu'on a faite ensemble tout à l'heure. Donc, il nous fallait un méga gros télescope. Super, regardez cette liste. Donc, on a un terrain de basket, un terrain de foot, c'est les intrus. Et ici, on a toutes les tailles de tous les télescopes qu'on a aujourd'hui. Donc, ici, c'est les 4 télescopes du Very Large Telescope. Au Very Large Telescope au Chili, l'observatoire de Paranal, il y en a 4 en fait. Et Sphère est sur l'un d'eux. Ici, c'est le Magellanic Telescope, celui où il y a la détection H-alpha, là, le signature de l'accrétion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai montré Subaru tout à l'heure, il est ici. Ah oui, je vous ai montré Gemini, donc il y a le nord à Hawaï et le sud au Chili. Je vous ai montré une des photos de Gemini. Donc après, il y en a plein d'autres, voilà. Et puis là, ici, vous avez le TMT, qui est l'américain là à gauche. Et celui-là, pouf, c'est le LT, c'est le plus grand, c'est le nôtre. Et oui, c'est le moment où la taille compte énormément, je vous l'ai dit. Ici, nous avons le Giant Magellanic Telescope, qui va aussi, le GMT, qui est... Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit le GMT, mais c'est le GMT. Ouais, c'est pas grave. Vous avez en gros ces 3-là qui sont en cours de construction. Okay, et donc nous, on va s'intéresser surtout à celui-là. Donc le gros télescope, ça c'est fait. Il a un miroir primaire de 39 mètres de diamètre, donc à côté le 8 mètres, ça va être chaud. Sauf qu'au-dessus de 8 mètres, en fait, sous son propre poids, le miroir se brise. Donc on est obligé, plutôt qu'avoir un seul miroir dit monolithique en une seule pièce, on est obligé d'avoir des petits bouts de miroir. Donc on a des petits hexagones qu'on assemble les uns avec les autres, et on essaie de les mettre en forme parabolique, comme ça, pour faire comme si c'était un seul miroir. C'est assez difficile à faire. Et ces petits hexagones-là, vous en avez 798. Ils vont avoir du boulot, là où on les a commandés. Donc chaque hexagone fait 1,4 m de diamètre. Du coup, comme c'est des hexagones, c'est pas vraiment des diamètres, mais vous voyez, de long, quoi. Et ensuite, nous avons même le miroir secondaire, qui fait 4,2 m, la bagatelle 2. C'est juste le miroir secondaire. Là, la ferme aux étoiles, c'est 60 cm. On n'est pas dans les mêmes ordres d'échelle. Le miroir de relais fait 3,8 m, pareil, la bagatelle, quoi. À côté, le Canada-France Hawaii Telescope, qui était incroyable dans les années 90, là, c'est juste un miroir de relais, comme ça, relégué au rang de relais. Et nous avons un miroir déformable, dont je vais reparler tout à l'heure, et plein de miroirs. Ils ont tous des tailles incroyables. Donc, ils ont déjà construit la base et qu'ils ont commencé à mouler les premiers miroirs, mais bon, c'est pas encore ça, on va y arriver. Et cette fois, plutôt qu'être en infrarouge, vu que la technologie a pas mal évolué, on va se mettre en infrarouge un peu plus lointain. Comme je vous ai dit, on essaie d'aller vraiment plus dans le rouge parce que c'est là que le contraste est le mieux. Et on veut voir des étoiles jaunes.
Et c'est donc là que est né le projet Métis. Donc Métis, c'est un imageur et spectrographe, donc une caméra et un spectrographe dans le milieu infrarouge. Ils ont fait cette jolie animation. Donc c'est juste pour voir la taille des bonhommes, encore toujours des bonhommes, on en parlait hier, toujours les petits bonhommes, et la taille de l'instrument. En fait, il sera encore plus gros que ça. C'est quand même assez incroyable, c'est assez gros. Donc, ensuite, on va prendre une optique adaptative qui déchire bien, qui va super vite avec un super miroir déformable. Donc là, c'est un petit peu difficile parce qu'on est limité en taille. Donc le miroir déformable est déjà inclus dans le télescope. Parce qu'il est tellement grand, le télescope, que sans optique adaptative, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Donc il est déjà inclus. Il est où le quatrième? Il est là, je crois que c'est... Ouais, il est là, c'est celui-là. Okay. Et donc celui-ci, il a 5316 actuateurs. Sphère, on avait 40 par 40, faites les calculs. Ça va vite. Par contre, la vitesse maximale, vu que c'est un gros machin bien lourd qui vole à quelques mètres du sol, tant qu'à faire, il ne peut pas aller à plus de... Il peut pas... Excusez-moi, ça ne va pas super vite. Il ne peut pas bouger plus de 1000 fois par seconde. Donc le maximum qu'on peut faire, c'est faire 1000 mouvements en une seconde. Et Sphère, on utilise 1200 mouvements en une seconde. Bon, ça sera à peu près pareil. Donc c'est pas dégueulasse, c'est bien, on ne va pas se plaindre non plus. Donc ça c'est bon, et ça c'est juste pour vous montrer ce avec quoi je travaille, c'est juste pour rigoler, ne lisez rien, c'est juste pour vous, j'aime bien vous montrer vraiment ce avec quoi on travaille, quoi. Donc c'est le schéma, et puis donc vous avez ici les deux imageurs en mid-infrarouge, les spectrographes ici, l'optique adaptative, c'est cette petite boîte là. Et donc quand vous avez une animation de l'instrument, donc ça c'est 7 mètres, jolie boîte. Tout ça, c'est un cryostat, parce que comme on est en infrarouge moyen, on ne veut pas voir la chaleur de l'instrument elle-même se répandre dans notre système, on va avoir que la lumière de l'étoile. Donc il faut tout refroidir. Refroidir une boîte qui fait 7 mètres sur 3, moi j'aimerais pas être à la place du gars qui fait ça, parce que ça a l'air un peu compliqué. Et donc dans cette petite boîte ici, pouf, on a l'optique adaptative, il y a plein de choses, et donc c'est hyper gros. C'était juste pour vous montrer les dimensions du truc, quoi. C'est hyper gros. En plus non seulement on va mettre des coronographes, mais cette fois on va même en mettre deux qui sont sur des technologies assez différentes. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de l'apodiseur qu'on met ici, donc on essaie de rendre plus lisse l'ouverture du télescope pour se débarrasser des effets de diffraction qui nous dérangent. Donc on va en faire un qui est très très précis, avec des formes bien calculées, bien simulées, pour vraiment se débarrasser un max de la lumière de l'étoile, et ça marche très très bien. Donc c'est des simulations évidemment, donc il faut y aller mollo, donc sans aberration, dans un système parfait idéal. Vous voyez, ça fait un trou ici. Et donc on espère trouver ici nos petites planètes dans cette zone noire. Le problème de ce coronographe, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on ne voit que la moitié du champ. Donc toute l'autre partie, on ne peut rien voir. Mais du coup, il y a des systèmes pour tourner le truc, pour pouvoir voir les deux côtés décalés. Le deuxième coronographe qu'on a, il ressemble vraiment au coronographe de Lio, c'est quasiment pareil, sauf qu'en fait le masque est transparent, c'est une autre technologie qui est un peu plus rigolote, et ça nous permet de perdre moins de lumière, mais ça ressemble vraiment à ce que je vous ai expliqué. Et donc ça donne ça, les simulations. Donc si, dans un cas idéal, encore une fois, dans la vraie vie, on aura plein de problèmes, j'ose même pas y penser. Mais c'est quand même assez joli. Donc on arrivera à des contrastes, ils disent ici de 10-10, moi j'y crois pas trop. C'est-à-dire quelque chose qui est quelques milliards de fois moins brillant que l'étoile. Donc on a nos coronographes. Maintenant, traitement d'image, en fait, on n'a pas grand-chose pour l'instant parce qu'on travaille déjà énormément sur les instruments qu'on a sur le ciel et on ne sait pas vraiment ce qu'on aura. Mais on étudie déjà, entre la première génération d'instruments et les deuxièmes générations comme Sphère, on a déjà des effets qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, on a toujours ignoré la scintillation ou des trucs comme ça, et en fait là on le voit pour la première fois, et c'est assez incroyable. Donc là, c'est vraiment ce qu'on étudie, c'est on essaie déjà de voir la différence qu'il y a entre première et deuxième génération, et on essaie d'extrapoler à ce qu'on aura encore plus tard sur les ELT, mais c'est très difficile. Mais donc ça viendra vraiment un peu plus tard. Et puis les gentils astronomes, pareil, j'espère que... Et donc, ma conclusion, c'est rendez-vous en 2020 ou en 2030, ou peut-être en 2034, ou peut-être en 2040. Voilà. Et avec ça, je voulais vraiment vous remercier de votre attention et pour vous rappeler juste que la Terre, c'est quand même une planète vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et s'il vous plaît, prenez-en soin et aimez-la parce que les exoplanètes qu'on voit, c'est pas encore ça et on n'est vraiment pas prêt d'y aller. Enfin bref, peace and love, tout ça. Merci à tous. Je vous remercie d'être là.